50 minutes de présentation, 5-6 minutes de questions autour de FinOps sur AWS, l'optimisation des coûts en pratique. Donc, je suis Thomas Barandon, je suis Senior Technical Account Manager chez AWS en France. Je m'occupe des clients entreprises et une partie de mon travail consiste à les conseiller autour de l'optimisation des coûts et donc avec un point de vue assez technique. Donc, durant ces 50 minutes, on va définir un petit peu qu'est-ce que c'est FinOps. Vous avez sûrement déjà entendu parler de FinOps, mais on va clairement faire un statut sur c'est quoi la philosophie FinOps. L'optimisation en 5 étapes, donc je vais vous donner un petit peu la méthodologie, le framework à appliquer pour réaliser une optimisation en bonne et due forme. Des actions en pratique, et là on va décrire les services à votre disposition qui vont vous permettre et vous aider à réaliser cette optimisation. Et enfin, les points à retenir et emporter avec vous. Alors, sachez qu'on aura une session donc de questions-réponses à la fin de la présentation et par ailleurs, on vous communiquera les slides. Donc FinOps, FinOps c'est pour nous la juste approche, particulièrement dans le cloud, puisque on pourrait imaginer faire une approche purement financière, mais on aurait un biais financier, une agilité réduite, alors que c'est ce qu'on cherche dans le cloud, et donc des dépenses fortement contrôlées. Donc ça, c'est l'avantage. On pourrait aussi imaginer avoir un monde où l'approche est 100% DevOps, avec un biais technique, une très forte agilité, et là, par contre, des dépenses fortement variables. Et du coup, FinOps, c'est quoi? C'est le meilleur des deux mondes. On va rapprocher donc finance et DevOps pour réaliser un partenariat finance-ingénierie dans le but d'améliorer la capacité à atteindre les objectifs budgétaires en ayant une visibilité claire sur les besoins opérationnels et en maintenant l'agilité et la capacité innovée. Donc, c'est finalement allier contrôle et agilité. Pour appliquer cette logique FinOps, on a des principes de coût sur AWS. Donc, par défaut, on n'a pas d'investissement upfront requis puisque vous payez à la demande. C'est tout l'avantage du cloud. Vous profitez de l'expansion d'AWS puisque dès qu'on développe des services et qu'on on monte en charge, on répercute finalement cette mise à l'échelle sur vos prix et on va régulièrement réduire les prix de nos services. Et bien entendu, vous payez moins quand vous vous engagez. On a des solutions pour ça et on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. On vous met aussi, outre ces possibilités financières de paiement, on vous met à disposition des fonctionnalités techniques pour tirer bénéfice du cloud tout en optimisant vos coûts. Donc un des sujets principaux, c'est l'élasticité. Et l'élasticité, s'il faut la définir, c'est la capacité d'éteindre et d'allumer les instances en fonction de la demande en temps réel. On vous donne aussi toute la flexibilité nécessaire, puisqu'on vous met à disposition plus de 200 types d'instances désormais sur plus de 22 régions qui sont elles-mêmes composées de plusieurs availability zones, donc des sortes de data centers, et donc plusieurs types de paiements comme précédemment cité. Mais néanmoins, vous pouvez tout à fait faire un statu quo et mettre vos charges de travail sur AWS en réalisant des migrations de type lift and shift, tout en réduisant votre total cost of ownership. Vous faites une image et vous recréez finalement cette image-là dans le cloud de votre charge de travail. Et dernier point, c'est qu'on vous met à disposition des services qui vont vous permettre d'identifier les charges de travail qui pourraient être redimensionnées. Donc, un des autres avantages du cloud, c'est cette capacité d'avoir une pleine visibilité sur les coûts, mais aussi sur la technique et d'être très facilement à même de réaliser ces optimisations-là. Et du coup, pour réaliser ces optimisations, on va voir par quelles étapes il faut passer. Et donc, il y a 5 étapes. La première consiste à analyser, définir les actions, exécuter, monitorer et répéter. Et donc là, dans ce chapitre-là, je vais voir avec vous finalement chacune de ces étapes et comment les appliquer. Donc pour la partie analyse, l'analyse va dépendre un petit peu du contexte de votre charge de travail. Ça peut être une charge de travail simple, statique, avec des environnements de faible taille ou bien entendu des environnements complexes, dynamiques et de taille beaucoup plus importante. Et en fonction de votre niveau de granularité nécessaire, vous allez pouvoir utiliser plusieurs types de sources de données, en commençant par les factures mensuelles AWS que vous recevez chaque mois en début de mois pour le mois précédent.
Vous avez aussi la billing console qui vous donne un état des lieux finalement de votre consommation avec des premiers détails en termes de répartition au niveau des services et de la consommation financière. Le Cost Explorer qui va vous permettre de creuser et d'analyser beaucoup plus granulairement finalement vos dépenses et AWS Budget qui va vous permettre entre autres de mettre des alertes et d'avoir une vue plus budgétaire de votre compte. Et dernier point, pour vraiment les environnements très complexes, nous avons le Cost and Usage Report qui en fait compose l'ensemble des données de billing qu'on génère, donc c'est des données brutes. Et avec ces données brutes, vous allez pouvoir finalement créer des rapports do it yourself avec des outils tiers, donc des outils de BI par exemple, les ingérer dans une base de données ou un data warehouse et commencer à analyser de manière beaucoup plus poussée. Donc si vous arrivez aux limites finalement des besoins des services fournis par le Cost Explorer, vous pouvez aller ensuite sur la partie Cost and Usage Report. Donc une fois qu'on a fait cette analyse financière et qu'on a compris finalement comment on dépense notre argent sur AWS, on va aussi faire une analyse technique. Et donc là, sur l'analyse technique, on a trois principales thématiques. Trusted Advisor, qui est un outil intégré par défaut dans les comptes AWS, et l'outil s'enrichit en fonction de votre niveau de support, donc qui va de développeur à enterprise. Et dans Trusted Advisor, vous avez un pilier qui concerne l'optimisation des coûts et on va vous conseiller, par exemple, autour des instances qui ne seraient pas utilisées et vous permettant de fait d'identifier beaucoup plus facilement ces instances. On va ensuite faire et appliquer un framework qu'on appelle l'architecture review. Donc vous avez désormais depuis cette année un service dans votre console qui vous permet de réaliser ces well architected review directement en self-service, mais vous pouvez être aussi accompagné par AWS. Et dans ce framework, nous avons un pilier qui s'appelle l'optimisation des coûts et qui vise à comprendre comment vous avez pensé l'optimisation des coûts pour votre charge de travail. Et enfin, bien entendu, sur la partie technique, nous avons CloudWatch, qui est notre outil de monitoring, qui va vous permettre finalement de récupérer toutes les métriques et KPI techniques qui vous permettront de ensuite réaliser potentiellement des réductions et des redimensionnements de vos services. Une fois qu'on a fait cette analyse financière et technique, il va falloir définir les actions en fonction des outcomes de cette analyse. Et donc, définir les actions, c'est finalement se poser les bonnes questions. Est-ce que, par exemple, je vais devoir réarchitecturer ou replatformer ma charge de travail? Est-ce que j'ai besoin de redimensionner mes instances? Est-ce que j'ai besoin de redimensionner mes bases de données? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je élastifie ma charge de travail afin de scaler en fonction de la charge utilisateur demandée? Est-ce que j'ai besoin d'optimiser les classes de stockage? Donc, si je fais du stockage objet sur S3 ou si je fais du stockage EFS, on a plusieurs classes de stockage et je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Et est-ce que j'ai besoin de m'engager en changeant de type de paiement? Est-ce que je vais vouloir mettre des reserve instants, des saving plans? Et donc, on va aborder toutes ces actions. Une fois qu'on a défini les actions, il va falloir les exécuter bien entendu. Et pour l'exécution, on va d'abord devoir identifier les acteurs. Et donc les acteurs, là, on va pouvoir retrouver plusieurs types d'acteurs, le métier, les développeurs, la finance. Donc il faut essayer de mettre tout le monde autour de la table pour vérifier que les actions qu'on compte mener ne vont pas avoir d'impact sur ces différents départements. Il va falloir aussi définir le niveau d'effort, le LOE, et le niveau d'effort va être important puisque il y a une différence entre refactorer par exemple du code pour passer une architecture qui était instanciée, on va dire, traditionnellement dans du code type serverless. Le niveau d'effort est bien plus important que juste un redimensionnement. Et enfin, il va falloir aussi identifier l'impact. Une fois qu'on a ces trois points, acteurs, effort et impact, on va pouvoir mettre en œuvre les actions précédemment définies dans les analyses financières et techniques. Une fois que ces actions ont été définies, il va falloir monitorer. Et ça, c'est un point assez important. Le post-action, après l'optimisation, c'est vérifier qu'on n'a pas d'impact. Donc, c'est vérifier que les métriques techniques sont toujours conformes à nos attentes, que nos KPI financiers qu'on analyse via le Cost Explorer ou le CURE sont bien en phase avec nos calculs. Et on va aussi mettre à jour, par exemple, toutes les alertes AWS Budget pour vérifier qu'on n'a pas de drift dans la consommation.
Et bien entendu, monitorer les évolutions. Donc c'est l'évolution, il y a deux thématiques sur ce point d'évolution. Il y a une thématique autour de l'évolution de la charge de travail et des dépenses elles-mêmes, mais aussi l'évolution d'AWS. Donc c'est l'optimisation des coûts, même si vous pouvez le faire en one shot, c'est quelque chose qu'il faut penser de manière continue, puisqu'on fait évoluer de manière continue nos services, on sort de nouvelles features, de nouveaux services, et qui vont vous permettre aussi au fil du temps d'optimiser encore plus finalement vos charges de travail. Et dernier point, bien entendu, ça va être de répéter ces actions-là. Donc, une fois que vous avez traité, par exemple, en début d'année, une charge de travail, vous la monitorez dans le temps, une autre fois dans l'année ou l'année suivante, c'est bien de repasser dessus, de refaire une analyse et de voir quel gain potentiel on peut encore tirer dans l'objectif de diminuer constamment finalement les coûts de la charge de travail. Et donc, pour ça, on va chercher à avoir une gouvernance qui comprend le volet économique. On va chercher à communiquer auprès des équipes. La question du showback est très importante. Il faut responsabiliser les gens. Il faut bien se dire que dans un monde DevOps, chaque développeur a la possibilité d'augmenter potentiellement la facture à la fin du mois. Et donc la responsabilisation passe par la communication autour du volet économique. Le tagging, donc le tagging, c'est la capacité de marquer des ressources et va vous permettre de faire une ségrégation de vos charges de travail et d'identifier plus facilement. Donc, typiquement, un exemple, c'est dans le Cost Explorer, vous pouvez utiliser des tags pour filtrer finalement sur quelle charge de travail vous voulez faire l'analyse si vous avez plusieurs charges de travail sur un même compte. Vous allez pouvoir mener aussi des campagnes. Typiquement, vous allez vous focaliser par exemple sur l'optimisation des frais de stockage sur S3 et vous allez mener une campagne auprès de vos équipes pour qu'elles mettent en place finalement les bonnes pratiques techniques visant à réduire les coûts sur S3. Et bien entendu, vous allez vous mettre en place des KPI qui visent à finalement vous challenger et avoir un suivi de l'évolution des coûts dans le temps de vos infrastructures et charges de travail. Donc si on résume en un slide, les étapes de réduction des coûts sur AWS, donc on part tout à gauche de la partie on-premise, vous réalisez votre migration la plupart du temps en lift and shift, donc ça c'est l'exemple qui est donné, où vous allez finalement faire une copie de votre infrastructure data center et vous allez la mettre sur AWS, et à partir de là, vous avez déjà un premier gain au niveau économique. Mais on va pousser ce gain-là dans le temps via des actions qui commencent par le redimensionnement des instances, l'amélioration de l'élasticité, l'optimisation du stockage, donc tout ce que j'ai précédemment cité. Une fois que vous avez réalisé ces actions-là, vous avez ce qu'on appelle un lift and shift optimisé. Et pour aller encore plus loin, vous allez donc monitorer dans le temps ce workload-là, vous allez le passer sur des services managés type RDS pour les bases de données managées et autres, voire refactorer replatformer, et donc là vous allez passer sur une architecture serverless, et quand vous avez fait toutes ces étapes là, vous êtes replatformé et considéré comme optimisé sur AWS. Donc la première partie pour atteindre le lift and shift optimisé, il y a déjà un bon challenge, mais c'est réalisable dans une période de temps assez courte finalement, du moment qu'on a les bons acteurs autour de la table. La seconde partie demande un niveau d'effort plus élevé, puisqu'avec des impacts techniques assez profonds dans la charge de travail. Donc en pratique, comment on peut réaliser ça? Donc là, dans ce chapitre-là, on va voir plus en détail l'ensemble des points que je viens d'évoquer. Donc les types de paiement, donc on a trois types de paiement à date. Un paiement à la demande, donc qui est le paiement par défaut, avec vous payez une capacité de calcul à la seconde sans engagement de longue durée. Et donc c'est plutôt pour des charges de travail dites stateful ou alors pour définir le besoin. Donc quand vous venez de mettre une charge de travail ou vous mettez en place une charge de travail, c'est plutôt sur ce type de paiement qu'on s'oriente. Ensuite, nous avons les instances réservées, dites donc en anglais Reserve Instance, dites RI, ou les Saving Plans, qui est un tout nouveau produit, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui vous permet donc de vous engager sur 1 an ou 3 ans et bénéficier d'un discount significatif, donc entre, on va dire, ça va jusqu'à 72% dans le meilleur des cas, sur le prix à la demande. Et donc ça, c'est plutôt pour des workloads stables ou prédictibles, dans le sens où vous, vu que vous avez un engagement sur 1 an ou 3 ans, c'est important de comprendre finalement où va votre charge de travail dans le temps. Et enfin, nous avons les instances spot. Les instances spot, c'est une capacité EC2 qui n'est pas utilisée par des clients AWS, donc qui est à disposition et que vous pouvez consommer
Et sur les instants spot, nous avons des réductions qui vont jusqu'à 90% versus le prix à la demande. Mais ça vient avec des contraintes techniques et une forte contrainte technique que je vous expliquerai un petit peu plus tard aussi. Et donc ça, c'est plutôt pour des charges de travail qui tolèrent finalement la panne, qui sont flexibles ou stateless, donc plutôt malléables d'un point de vue technique. Donc, si on prend l'exemple des Reserve Instance, les Reserve Instance, vous en avez sur plusieurs services. Vous en avez sur EC2, sur RDS et sur Elasticsearch. Et vous avez des paramètres techniques et des paramètres financiers à prendre en compte. Donc, dans les paramètres techniques, des exemples, ça va être le type d'instance, donc la famille, la taille, le scope, est-ce que vous voulez quelque chose de régional ou au niveau du navigability zone, le type de tenancy, est-ce que c'est char, dedicated ou encore la plateforme, est-ce que vous êtes Linux ou Windows. Vous allez ensuite prendre des paramètres financiers, donc une durée de lease, une durée d'engagement de 1 an ou 3 ans et un type de paiement all upfront, partial upfront qui correspond à 50% d'upfront et le reste lissé mensuellement sur la période d'engagement ou no upfront, et dans ce cas-là, vous êtes juste toujours sur du mensuel mais engagé. Et enfin, une classe de RI standard et convertible. Donc les instances réservées EC2, elles fournissent une remise horaire et optionnellement une réservation technique. Donc la réservation technique, c'est qu'on va bloquer techniquement dans une availability zone l'instance que vous désirez réserver. Donc la remise, elle s'applique automatiquement quand les paramètres RI et l'usage EC2 correspondent. Et vous avez deux types de scope, donc je vous l'ai expliqué, vous avez zonal, qui est une réservation spécifique à une ASI, et régional, qui est plus flexible. Donc je vous donne un petit schéma en bas du slide. Donc ce schéma-là, c'est un schéma de la région de Paris, EU Ouest 3. Et dans cette région-là, vous avez trois availability zones, EU Ouest 3A, B et C. Et vous voyez qu'on a deux possibilités d'application des RI. La RI régionale qui s'applique indifféremment sur l'ensemble des ASI, et la RI zonale qui n'est appliquée que sur une seule zone. Donc la différence entre les deux, c'est que la zonale vient par défaut avec une réservation de capacité technique, quand la régionale n'en fournit pas. Les rails viennent aussi avec la flexibilité. Donc vous avez des instances réservées régionales qui sont, elles, flexibles. Elles sont dites flexibles quand elles sont régionales sous plateforme Linux, Unix et en shard tenancy. Et à partir de ce moment-là, dès que vous avez cette flexibilité-là, vous pouvez appliquer la RI à n'importe quelle taille d'instance dans une même famille et génération au sein d'une même région. Donc, dans l'exemple que je vous ai mis, on a une instance M5X large et cette RI-là, elle peut automatiquement, vous n'avez pas à faire cette application à la main, c'est automatiquement fait, vous pouvez l'appliquer sur deux instances M5 large ou alors 50% d'une instance M5 2X large, sachant que dans ce cas-là, les 50% restants, ça sera à la tarification on demand. Mais vous voyez bien que sur la partie Reserve Instance, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il faut avoir beaucoup de paramètres techniques et quelques paramètres financiers et s'accorder sur l'ensemble de ces paramètres-là. Et donc, on a pris vos retours de ces dernières années, et un des retours qu'on avait, c'était le besoin finalement de faciliter le management de l'engagement financier à l'échelle, puisque désormais on a plus de 200 options d'instance et 22 régions AWS. Et on avait aussi besoin d'un mécanisme d'engagement qui supporte les changements et les évolutions de l'utilisation des ressources dans le temps. Quand vous vous engagez sur 1 an ou 3 ans, sur 1 an, on peut encore assez facilement estimer la roadmap d'une charge de travail. Sur 3 ans, ça devient déjà beaucoup plus complexe. Et donc pour ça, le produit Saving Plans devrait vous aider. Donc Saving Plans, c'est quoi? C'est un nouveau modèle de pricing qui vous aide à économiser jusqu'à 72% sur les usages EC2 et Fargate. Vous vous engagez seulement sur un montant d'usage horaire, par exemple 10 $ de l'heure, sur 1 an ou 3 ans, et vous recevez en échange un prix optimisé pour cet usage. Donc comment ça marche? Chaque type d'utilisation compute a un prix on demand et un prix saving plans. Si vous vous engagez à 10 $ de l'heure, vous bénéficierez des prix saving plans sur les usages compute, EC2 et Fargate, jusqu'à 10 $. Tout usage qui dépasse ces 10 $ sera en tarification à la demande. Si vous vous posez la question de quel est le prix en saving plans d'un type d'instance spécifique, vous avez une page sur le site AWS avec une matrice avec l'ensemble des prix on demand et des prix discountés. Sachez par ailleurs que les discounts appliqués sur saving plans sont calqués sur les reserve instance. Donc il y a pas, vous ne perdez pas au change si vous passez de RI à saving plans.
Donc, au niveau des saving plans, on a deux types de saving plans. Les compute saving plans qui offrent la plus grande flexibilité, c'est jusqu'à 66% de réduction. Donc, c'est les mêmes discounts que les RI convertibles. Et là, vous êtes flexible sur quasiment, voire tous les paramètres techniques de vos instances, puisque vous êtes flexible sur la famille d'instances, sur la région, sur l'operating system, sur le tenancy et sur l'option de compute. Donc, vous pouvez passer différemment de ces deux à Fargate. Donc, c'est très, très flexible. Et finalement, le résultat, vous le voyez, c'est qu'on passe d'un mécanisme technico-financier à un mécanisme purement d'engagement financier, où on a une application indifférente, quels que soient les paramètres techniques de votre charge de travail. Et enfin, nous avons le C2 Instance Saving Plans, qui lui, par contre, est un petit peu plus restrictif dans le sens où il embarque toujours quelques paramètres techniques, typiquement la région et la famille d'instances, et vous êtes toujours flexible sur la taille, l'OS et le tenancy. Et là, les niveaux de discount vont jusqu'à 72% et correspondent à ce qu'on avait sur les Reserve Instance standards. Donc, vous pouvez vous poser la question, si j'ai des RI, est-ce que je peux faire des saving plans ou si je n'ai pas de RI, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si vous n'avez pas de RI, choisissez le mécanisme qui correspond au mieux pour vous. Et personnellement, je vous recommanderais d'utiliser saving plans puisque financièrement, c'est les mêmes gains avec moins de contraintes techniques. Si vous avez déjà des RI, vous pouvez continuer à acheter des RI EC2 pour maintenir la compatibilité avec vos processus d'achat et la gestion des coûts. Donc, le produit Reserve Instance ne disparaît pas, on ne l'a pas remplacé, il continue de vivre, il n'y a aucun problème. Vos RI existantes, elles continuent d'être appliquées en parallèle des saving plans, donc on n'applique pas saving plans et Reserve Instance, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Et vous pouvez techniquement réserver des capacités EC2 on demand avec la feature on demand capacity reservation, donc abrégé ODCR. Ça, c'est pour répondre à la partie réservation technique, puisque sur les RI zonales, nous avions cette réservation technique qu'on perd avec Saving Plans, puisqu'il n'y a plus de question de zonal ou pas zonal, mais vous pouvez toujours demander une réservation technique via cette capacité EC2 qu'on appelle ODCR. Et à partir de là, on appliquera les tarifs Saving Plans sur la capacity reservation. Dernier type de paiement, donc on a vu les paiements on demand, les RI et les saving plans, et le dernier type de paiement, c'est spot. Donc spot, c'est quoi? C'est, comme je vous le disais précédemment, une capacité EC2 non utilisée que vous pouvez utiliser. Donc il y a des prix bas et prévisibles, et là, vous pouvez aller sur des niveaux de discount qui vont jusqu'à 90%, comparé à la tarification on demand. Vous pouvez du coup avoir des résultats beaucoup plus rapides sur vos charges de travail, puisque vous augmentez votre puissance de calcul jusqu'à, par exemple, 10 fois, tout en restant dans votre budget, puisque vous bénéficiez de ce discount up to 90%. Et c'est facile à utiliser, puisque vous pouvez l'utiliser sur plusieurs types de services, donc ECS, EMR, Fargate, Autoscaling Group et autres, donc, ou des services tiers qui supportent Spot. Mais Spot vient avec une contrainte technique, c'est que vu que c'est de la ressource non utilisée, si nous avons en parallèle un client qui souhaite utiliser de la ressource on demand et qu'on doit récupérer l'instance Spot, on peut récupérer ces instances-là dans un délai de 2 minutes. Donc on vous avertit, il y a un warning qui est envoyé et on envoie un call à l'instance pour la notifier qu'on va récupérer l'instance dans les 2 minutes. Donc du coup, Spot est applicable particulièrement sur des charges de travail qui sont fault tolérantes, stateless ou alors stateful, mais avec un user state qui est partagé sur l'architecture. Autrement, vous allez avoir des problèmes. Donc Spot est applicable quand vous avez une charge de travail adaptée à Spot. Donc, je vous donne des exemples de charges de travail, par exemple sur Spot. Donc là, c'est l'exemple d'un site web avec une application en container. Donc, on va utiliser les services standards, donc KS, ECS, la partie autoscaling et Fleet. Et dans cet exemple-là, donc j'ai des utilisateurs, j'ai un load balancer et mon load balancer finalement répartit la charge sur une ferme de containers ECS. Et vous voyez que j'ai un mélange finalement dans mon groupe autoscaling d'instances EC2 qui sont pérennes, on va dire, et d'instances spot qui sont, on va dire, plus éphémères. Vous pouvez creuser cette architecture-là en allant sur notre GitHub AWS Labs et vous avez un workshop autour de Spotfleet appliqué à une application web. Un deuxième exemple d'utilisation de Spot, c'est l'exemple sur la partie CI/CD, donc les pipelines de Continuous Integration et Delivery. L'objectif ici, c'est accélérer les pipelines de déploiement, livrer plus rapidement
à moindre coût, et donc le à moindre coût, on va le remplir via l'utilisation de Spot. Dans cette architecture-là, on a Jenkins, qui est donc l'outil qu'on a utilisé ici pour cette architecture-là, avec l'utilisation de Bamboo. Et donc Jenkins Master est sur une instance EC2 sur laquelle je vais pouvoir utiliser Saving Plans ou Reserve Instance, voire la laisser on demand, même si c'est pas le plus optimisé. Et donc mon Jenkins Master, c'est celui qui va gérer finalement mes jobs au niveau de mes Jenkins agents quand j'ai besoin de faire un build ou autre. Et à partir de là, l'ensemble de mes agents, je vais les mettre dans une spot fleet et tous mes agents vont tourner uniquement sur du spot. Du coup, je vais avoir un coût très très bas sur l'exécution de mes jobs. Donc voilà, c'est deux exemples d'utilisation de Spot, et vous voyez que dans les deux exemples que j'ai cités, j'ai toujours une utilisation de ces deux à un moment donné, en complémenté, on va dire, par du Spot. Donc pourquoi je vous mets ça en avant? Puisque l'idée, c'est, il ne faut pas vous dire, je veux être 100% spot, je veux être 100% RI Saving Plans ou 100% on demande. L'idée, c'est bien de mixer les types de paiement et d'engagement. Donc, vous allez pouvoir utiliser les RI et les Saving Plans pour les charges de travail stables ou prédictibles, la capacité on demande pour des nouvelles charges de travail ou scaler en stateful. Et enfin, vous pouvez scaler beaucoup plus largement en utilisant Spot pour les charges de travail qui sont compatibles avec ce mode de fonctionnement. Donc une fois que j'ai finalement utilisé le bon pricing, le bon type de pricing pour mon besoin, je vais aussi regarder si j'ai pas une capacité à réarchitecturer ou replatformer. Et donc là, l'objectif, c'est comprendre si je peux évoluer vers des services managés, donc RDS, Elasticsearch ou autre. Est-ce que je vais pouvoir exécuter du code sans serveur? Donc est-ce que je peux refactoriser mon code pour le passer sur du Lambda, par exemple, pour faire du serverless? Est-ce que je peux aussi casser un bloc applicatif monolithique et le découpler en fonctions? Est-ce que je peux passer par exemple d'un traitement synchrone à asynchrone? Est-ce que je peux passer de stateful à stateless? Et est-ce que je peux augmenter l'élasticité? Toutes ces questions qui sont des questions de logique d'architecture vont avoir des conséquences sur la tarification de votre charge de travail. Et si vous êtes en capacité, vous pouvez fournir le niveau d'effort nécessaire pour transformer l'architecture, vous allez nécessairement avoir des gains significatifs et un retour sur cet investissement-là et ce niveau d'effort-là. Et donc pour élastifier, par exemple, on a deux solutions. Une première solution qui est la WS Instance Scheduler, qui vous permet d'exécuter les instances que lorsque le besoin est présent. Donc c'est un principe de start, hibernate, stop. Et donc dans l'exemple que je vais vous donner, on va suivre finalement un volume horaire et je vais éteindre et allumer mes machines en fonction de ce que j'aurai défini. Un autre moyen d'élastifier, c'est le C2 autoscaling, qui est un de nos services phares, et qui permet d'optimiser le nombre d'instances en temps réel en fonction de la charge. Et là, donc, je vais vous montrer un petit peu des exemples. Donc sur l'instance scheduler, déjà il faut savoir qu'instance scheduler est compatible EC2 et RDS, donc vos bases de données managées peuvent aussi être démarrées et éteintes en fonction des horaires que vous aurez définis. Et là, dans l'exemple que j'ai cité, j'ai fait un paramétrage qui me permet d'avoir jusqu'à 70% de savings, puisque vous voyez qu'en heures non ouvrées, donc quand mes équipes de développement par exemple ne travaillent pas, je vais éteindre l'ensemble des fermes de développement et l'ensemble des capacités de compute nécessaires à mes développeurs. Donc l'objectif, c'est bien d'optimiser le temps d'exécution des charges de travail en éteignant les ressources le soir venu, et c'est fait automatiquement, et vous pouvez utiliser des tags qui vont donner à Instance Scheduler des time frames, donc une période de temps dans la journée ou dans la nuit. Toujours pour élastifier, on va passer sur la partie auto-scaling group qu'on va lier à Fleet et au Launch Template. L'objectif de l'élastification, c'est de tirer parti des fonctionnalités d'automatisation et d'approvisionnement qu'on vous fournit nativement sur nos services, et dans l'objectif de, bien entendu, réduire le coût. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est avec auto-scaling. Donc sur autoscaling, je vais pouvoir faire un paramétrage qui me permet d'automatiser le choix de la famille et du type d'instance dans un même groupe, et je vais pouvoir mixer typiquement de l'on-demand et du spot, et sur l'on-demand bien entendu appliquer du reserve instance ou du saving plans. Donc je vais pouvoir réduire mes coûts, je vais pouvoir définir des priorités, pouvoir par exemple dire que 20% du groupe autoscaling est en on-demand et les 80% en spot. Je vais pouvoir avoir une logique de fallback si les ressources spot ne sont pas disponibles. Donc tout ça est paramétrable
au niveau des groupes autoscaling nativement. Donc l'objectif étant bien entendu de, tout en réduisant les coûts, n'avoir aucun impact, voire optimiser la performance tout en réduisant la charge opérationnelle, puisque une fois que vous avez paramétré finalement ce groupe autoscaling là, vous n'avez plus besoin de toucher quoi que ce soit. Et donc l'objectif du groupe autoscaling et de ces deux autoscaling, c'est bien de faire coller la charge de provisioning, donc la charge que vous avez provisionnée au niveau de votre capacité de calcul par rapport à la demande. Donc je vous invite à regarder le schéma en bas à gauche qui s'appelle provisioning de capacité on-premise, qui est en fait le schéma de comment nous calculions précédemment dans le monde on-premise les capacités. Donc en fait, vous aviez une courbe de charge qui correspond à la ligne blanche et une capacité provisionnée qui correspond à la ligne horizontale jaune. Et en fait, la capacité provisionnée et les achats que vous faisiez étaient toujours au maximum des pics de charge que vous aviez. Et quand vous n'aviez pas ce maximum de pics de charge, eh ben, vous vous retrouviez avec de la capacité non utilisée qui du coup vous coûtait en termes de espace, alimentation, climatisation et autres. Avec EC2 Autoscaling, vous allez pouvoir dans le cloud changer ce mode de comportement-là. Et donc là, je vous invite à regarder le schéma du milieu. Et là, vous avez un provisioning de capacité avec un scaling dynamique. Donc vous voyez qu'en fait, votre courbe de capacité suit votre courbe de charge. Donc quand vos utilisateurs commencent à 10 heures du matin ou 9 heures du matin et que vous avez sur votre applicatif une montée en charge petit à petit, eh ben, on va aussi suivre cette montée en charge là et on va provisionner les instances une par une au fil du temps. Mais vous voyez que c'était un mécanisme et c'est un mécanisme qui est un mécanisme réactif. On attend que la charge arrive pour réagir par rapport à ça. Et on a amélioré cette année les groupes autoscaling et on vous donne accès à une fonctionnalité de machine learning native désormais au groupe autoscaling. Il vous faut juste, c'est de l'opt-in, donc il faut juste l'activer sur votre groupe autoscaling, qu'on appelle le predictive scaling, et qui va finalement, via ce modèle de machine learning, analyser vos courbes de montée en charge up et down dans les jours précédents et créer un modèle qui en découle afin de scaler avant que la charge arrive, donc de manière prédictive. Donc ça, c'est un service qui a été intégré à EC2 Autoscaling, qui est un service free of charge, donc vous ne payez pas de supplément pour ce service-là, et ça vous permet, qui plus est, de réduire vos coûts. Donc si vous ne le connaissiez pas, je vous invite à l'activer sur vos groupes d'autoscaling et de vous renseigner un petit peu plus sur cette feature-là. Donc voilà, l'idée sur ces deux, c'est de combiner les solutions. Bien entendu, donc Spot n'est pas la solution à tous les problèmes, Autoscaling n'est pas la solution à tous les problèmes non plus, mais vous allez pouvoir mixer l'ensemble des solutions à votre disposition pour trouver le bon compromis et avoir le meilleur rapport capacité-coût. Et donc pour ça, vous avez les services AWS, donc Fleet, ECS, EKS, Thinkbox si vous faites du média, CloudFormation pour toute la partie automatisation, on va dire, et infrastructure as code. Mais vous avez aussi des partenaires comme Qbol, Terraform, CloudBees et autres qui vous permettent de réaliser ça de manière plus approfondie et si nécessaire. Donc une fois que j'ai élastifié un petit peu ma charge de travail, je vais aussi chercher à redimensionner, puisque je vais avoir un comportement par rapport à ma ferme de calcul qui va changer. Et donc le redimensionnement, ça va être sélectionner le type d'instance le moins coûteux et qui correspond le mieux aux besoins techniques du workload. Les indicateurs clés pour redimensionner du compute, c'est bien entendu les métriques techniques type processeur, mémoire, réseau et disque, qui permettent d'identifier les instances qui pourraient potentiellement être réduites. Vous pouvez utiliser bien entendu les métriques CloudWatch et ajouter bien entendu une métrique personnalisée qui est l'utilisation de la RAM. Par défaut, la RAM ne remonte pas dans CloudWatch puisqu'on considère que la RAM fait partie de l'environnement client. On n'a pas de droit de regard sur vos environnements et donc vous devez installer un agent CloudWatch pour pouvoir remonter cette métrique-là. À noter que sur cette partie redimensionnement, où vous aviez Trusted Advisor qui vous donnait déjà des petits tips ou des indications sur quoi redimensionner. On a sorti il y a tout juste quelques jours, la semaine dernière, c'était notre conférence annuelle reInvent. On a sorti un nouveau service qui est le AWS Compute Optimizer, pardon, qui vous aide toujours via du machine learning
à réaliser cette optimisation-là. Donc avant, on vous donnait les instances qui potentiellement pouvaient être redimensionnées. Maintenant, on continue de le faire et on pousse le raisonnement, parce qu'en plus de vous donner flaguer les instances qui potentiellement posent problème, on vous donne aussi les instances qui seraient convenables à votre charge de travail. Donc typiquement, on va vous conseiller de passer sur du T3 4X large vers du T3 médium, et ça, c'est via ce mécanisme de machine learning. Donc on vous mâche entre guillemets un petit peu le travail. Donc un exemple de redimensionnement, si je fais un lift and shift vers une M4 4X large, je vais superviser cette instance avec CPU, RAM, réseau et disque. En fonction de cette supervision-là, via ma connaissance ou via le compute optimizer que je viens de décrire, je vais redimensionner l'instance, en l'occurrence une M4 large. Je vais ensuite contrôler, donc toujours le monitoring post-action pour vérifier qu'il n'y a eu aucun impact finalement sur la technique, sur le métier et sur la charge de travail. Et j'ai bien entendu profité. Donc dans l'exemple que j'ai donné, via ce simple changement, j'ai fait une réduction des coûts de 87%, sur laquelle je vais pouvoir par la suite ajouter reserve instance, saving plans et autres. Donc voilà, un petit peu, c'est les grands thèmes sur la partie compute. Donc vous avez compris qu'on a cette partie redimensionnement, cette partie élastification. Après, je peux pousser sur la partie replatforming, refactoring, mais on a aussi toute la partie stockage. Et donc, une fois que le compute est réarchitecturé et optimisé, c'est important de se focaliser sur l'effort sur le storage. Les services de stockage d'AWS comme S3, Glacier, EFS ou EBS permettent de dimensionner au plus près du besoin, tout comme pour le compute. Le right sizing est du coup essentiel. Euh, L'utilisation de l'intelligent tiering sur S3 et le lifecycle management sur EFS vous permettent d'automatiquement utiliser une classe de service moins coûteuse en fonction de l'utilisation des objets et des fichiers. Donc si vous avez du stockage typiquement sur S3, par défaut, quand vous faites un upload sur S3, vous avez un stockage qui est dit S3 standard. Ce stockage S3 standard, vous allez pouvoir le passer manuellement ou automatiquement via une lifecycle policy vers du S3 Infrequent Access, S3 Infrequent Access One Easy ou du Glacier. Mais vous pouvez aussi activer l'intelligent tiering qui va vous permettre de faire ça automatiquement en fonction du profil d'accès de vos fichiers. Et sur EFS, si vous utilisez EFS, vous avez l'EFS Infrequent Access, et de la même façon, vous allez pouvoir configurer du lifecycle management et préciser que si vos fichiers sur EFS n'ont pas été accédés par exemple les 30 derniers jours, vous allez passer sur EFS Infrequent Access qui vous donne jusqu'à 92% de réduction versus EFS standard. Pour les volumes EBS, le right sizing est plus compliqué dans le sens où, par exemple, une analyse de vos volumes, il va falloir comprendre quel est l'espace d'utilisation de vos volumes EBS, et le shrink, donc la réduction de taille de vos volumes EBS, ne se fait pas de manière totalement native. Il faut passer par, puisqu'on pourrait avoir des impacts sur les partitions, et donc il faut passer par finalement un processus technique pseudo-manuel où vous allez pouvoir réduire la taille de vos EBS. Mais néanmoins, sur EBS, on a aussi, bien entendu, des classes de storage. Donc par défaut, désormais, vous êtes en GP2, en SSD General Purpose, mais vous pouvez passer sur des classes de services moins coûteuses en fonction de vos besoins. Donc à retenir sur ces questions d'optimisation des coûts, par où vous devriez commencer pour optimiser vos coûts? Ben, le premier point, c'est identifier pour ensuite être capable de redimensionner, élastifier et dans l'objectif d'optimiser. Donc c'est identifier les données de facturation, analysez-les. Donc si vous ne comprenez pas ce que vous dépensez aujourd'hui, vous ne serez pas capable de trouver les points d'action pour réaliser des économies. Identifier, adresser de manière continue les ressources surdimensionnées et non utilisées. Donc encore une fois, Trusted Advisor va vous donner les ressources non utilisées, par exemple les volumes EBS non attachés, les instances qui feraient très peu, voire pas de trafic réseau. Et donc c'est important de traquer et d'avoir les métriques, des remontées et les actions de manière continue sur ce type de ressources. Mettez en place des solutions pour dynamiser et élastifier vos charges de travail. Donc, on a vu par exemple avec l'utilisation d'autoscaling, c'est assez simple de rendre une charge de travail dynamique. Redimensionner les ressources pour coller au plus près des besoins de vos applicatifs, et varier vos types d'instances et types de paiement, donc on-demand, spot et reserve instance.
En pratique, il faut, pour innover sans contrainte, faciliter les interfaces entre les équipes finance et ingénierie DevOps. Dans le monde traditionnel, on avait une tendance à faire une forte séparation entre ces questions achat, finance et les questions ingénierie technique avec d'un côté architecte, ingénieur, technicien et de l'autre côté contract manager et autres. Donc, dans le monde FinOps, l'objectif, c'est bien rapprocher ces deux départements-là pour arriver sur réellement du FinOps. Définissez et appliquez une politique de tagging de vos ressources. Donc, ça, c'est assez important. Vous pouvez avoir une ségrégation par compte de vos charges de travail. Donc, vous pouvez imaginer avoir un compte par charge de travail. Dans ce cas-là, c'est plus simple d'avoir cette ségrégation-là. Mais si vous ne le faites pas et que vous avez plusieurs charges de travail sur un compte, utilisez le tagging. Ça va vous permettre de comprendre vos coûts au niveau d'une application et non pas au niveau d'un compte dans sa totalité. Définissez les métriques, les objectifs et les revues financières propres à AWS. Donc c'est important d'être sur une pratique continue, de se mettre des KPI, de se mettre des objectifs et d'avoir un suivi et de communiquer autour de ça. Et donc la communication est importante puisque vous allez devoir aussi sensibiliser vos équipes DevOps à l'optimisation des coûts. Je disais en début de webinaire que finalement DevOps c'est finalement une pratique qui va donner la capacité à vos équipes d'augmenter vos factures à la fin du mois. Et donc, c'est important de rentrer dans une logique de sensibilisation. Donc, ça peut passer par de la communication, mais ça peut passer aussi par du showback. Donc, c'est faire vraiment montrer les coûts, chargeback aussi nécessairement. Donc, tout ça est important. Et dernier point, définissez et communiquez autour de la stratégie cloud en soulignant le volet économique. On a tendance à voir que les entreprises communiquent autour du cloud pour la partie agilité, ce qui est un vrai point, pour la partie innovation, ce qui est aussi un vrai point pour l'augmentation du time to market, enfin l'optimisation pardon du time to market, mais le volet économique est aussi très important. Donc il y a un bénéfice économique à aller dans le cloud, mais on peut avoir ce bénéfice que si on rentre dans une culture de l'économie quelque part. Si vous souhaitez aller plus loin sur cette question, on a un portail Cost Optimization sur le site AWS. Je vous ai aussi mis l'ensemble des pages des produits et services dont j'ai fait mention, donc Reserve Instance, Saving Plans, EC2 Spot, Instance Scheduler et Auto Scaling. Et S3 Storage Class, EFS Lab Cycle et j'en passe. Vous avez aussi le Magic Quadrant Infrastructure as a Service Gartner qui est disponible sur notre page AWS Cloud. Les événements AWS en France, on a le Summit qui va arriver fin Q1 2020 et vous pouvez aussi nous contacter. J'ai terminé pour le moment, on va passer aux questions. Donc, je vais regarder un petit peu les questions qu'on a. Alors, est-ce possible de modifier les saving plans en cours de route? Quel est l'impact si un saving plan est déjà en cours? Alors, c'est une bonne question. Donc, non, vous ne pouvez pas modifier un saving plan en cours de route. Si l'idée, c'est d'augmenter, par exemple, votre utilisation parce que vous aviez sous-coté, on va dire, le volume de saving plans nécessaire, vous pouvez les cumuler. C'est-à-dire, vous allez prendre 10 dollars de saving plans sur un an et au bout de 6 mois, je me rends compte qu'en réalité, j'ai besoin de 20 dollars. Ben, je vais pouvoir rajouter un deuxième 10 dollars et vos ressources vont automatiquement matcher ces saving plans. J'ai une question concernant le compute optimizer. La machine learning est basée sur les métriques CloudWatch. Si on remonte les métriques de RAM, l'optimisation proposée par le service changera-t-il? Oui, tout à fait. Alors je répète juste la question, je suis allé un petit peu vite, pardon. C'est une question autour de compute optimizer qui est donc j'avais pas de slide spécifique là-dessus, qui est donc le service qu'on a sorti il y a quelques jours, qui va vous conseiller et recommander des instances pour le redimensionnement. Si vous rajoutez les métriques de RAM dans CloudWatch, compute optimizer tient compte de ces métriques de RAM et je vous le conseille très fortement. Donc, je vous déconseille de ne pas avoir cette métrique si vous faites du redimensionnement. Comment passer de RI à Saving Plan si on a des RI en cours? Eh bien, il faut attendre l'expiration des RI. Donc, comme je vous expliquais, les RI et les Saving Plans vivent en parallèle. Et donc, vous ne pouvez pas couper les RI en cours. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions, mais sachez que si je ne réponds pas à votre question, on prendra les questions et on reviendra vers vous par email. Je vais prendre encore, je vois qu'il me reste 3-4 minutes.
Quelle différence entre DBR et Cure? Alors, Detail Billing Record, c'est l'ancien format du raw billing, c'est-à-dire qu'on vous générait des fichiers de billing brut et on les a passés sur un nouveau format qui est le Cost and Usage Report. Le DBR est en train d'être deprecated, donc vous y avez toujours accès. Si vous êtes toujours sur DBR, je vous conseille de passer sur Cost and Usage Report, puisque DBR est en train d'être est en fin de vie, pour être clair. Donc voilà, je n'ai plus de temps. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc encore une fois, on va revenir vers vous par email, individuellement, personne par personne, pour répondre à vos questions. Le deck de slides va vous être communiqué. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une agréable journée, une bonne fin de semaine. Bonne journée à vous.